Bonjour à tous. Bonjour, salut Antoine. Salut Brice. Et bienvenue pour notre webinaire du jour donc, sur le refroidissement des data centers, quand l'hydraulique devient critique pour l'IT. Ce webinaire vous sera animé par moi-même, Antoine Jauvert, formateur chez IMI, et Brice Ducly, responsable technique. Pour rappel, ce webinaire fait suite à un précédent webinaire sur le delta T, comment corriger un delta T dégradé pour optimiser vos consommations d'énergie. Le replay de ce webinaire est disponible sur notre site internet. Je vais vous montrer juste après à quelle rubrique. Aujourd'hui, donc, on va parler du refroidissement des data centers et des technologies associées. Et est prévu un webinaire également à la rentrée 2026 sur les vannes de régulation. On reverra les bases hydrauliques indispensables à leur dimensionnement et à la maîtrise tout simplement de l'exploitation des vannes de régulation. Donc comme je vous disais, vous pouvez retrouver sur notre site internet tous nos webinaires à la rubrique Services. Donc vous développez avec la petite flèche, vous avez une rubrique webinaire et vous retrouvez l'ensemble de nos replays. Et n'hésitez pas également à nous demander éventuellement nos supports si vous en avez besoin, les supports de présentation que l'on a utilisés. Nous vous les donnerons sans problème. Pour rappel, donc pour ceux qui nous connaissent peu, le groupe IMI propose du matériel, des solutions innovantes au service de l'ingénierie hydraulique, à travers 3 marques et donc 3 secteurs. Le maintien de pression et la qualité d'eau avec Pneumatex, l'équilibrage et la régulation hydraulique à travers TA, et enfin la régulation thermostatique à travers notre marque Emeyer. Ces 3 marques, l'ensemble de ces produits sont fabriqués en Europe, donc avec des usines en Suède pour TA, en Allemagne pour Emeyer, et entre la Suisse et l'Allemagne pour Pneumatex. Voilà, donc l'ensemble de notre chaîne de production et R&D est située en Europe. Au sommaire du jour, on va voir donc, on va passer en revue les différentes technologies existantes de refroidissement pour les data centers. Et puis, on va faire un petit focus en particulier sur le refroidissement dit liquide et la qualité d'eau, les défis en qualité d'eau associés à cette technologie-là, et également les problématiques d'interactivité hydraulique que l'on pourra rencontrer sur ce type de système. Et puis, on conclura évidemment par une session de questions. On répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à les taper dans la fenêtre discussion ou questions. Donc, en introduction, si aujourd'hui on vous parle des refroidissements des data centers, c'est parce qu'on constate une augmentation de la charge thermique des serveurs qui sont utilisés au sein des data centers. Donc la puissance en effet de ces processeurs augmente très rapidement et oblige à une adaptation continue de ces data centers. Quand on parle de processeurs, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Ici, on retrouve un des derniers processeurs produits par NVIDIA. Donc, processeur que l'on peut aussi appeler GPU dans le jargon, donc en fait qui veut dire processeur graphique. C'est également ce qui est utilisé dans des ordinateurs finalement domestiques. Mais cette fois avec des puissances beaucoup plus importantes de calcul. Comme ces puissances sont beaucoup plus importantes et elles augmentent très rapidement, on assiste à une augmentation de la densité thermique, donc c'est-à-dire la chaleur produite par ces processeurs lorsqu'ils sont en fonctionnement. Comme on va avoir des puissances électriques à fournir à ces processeurs très importantes, on va avoir également des pertes sous forme de chaleur, et on va se retrouver avec des îlots de chaleur autour de ces processeurs qu'il va falloir évacuer. Et donc ces îlots, en fait, on les caractérise par la densité thermique des racks. Quand on parle de racks, ce sont les armoires qui vont contenir les serveurs
qui tournent à partir de processeurs. Voilà, on a des armoires qui contiennent des tiroirs, des serveurs, et qui sont équipés d'un ensemble de processeurs. Et ces processeurs vont chauffer, qui va provoquer des îlots de chaleur à l'intérieur de ces racks. Ces racks, on va devoir donc les refroidir. Et aujourd'hui, la densité thermique de ces racks explose. En effet, entre 2020 et 2025, donc pour les racks les plus puissants, on a assisté à une augmentation de la densité de 28 kW à 140 kW. Donc on a multiplié quasi par 5 la densité thermique de ces racks. Donc 28 kW, c'était déjà des puissances énormes à évacuer en refroidissement. Alors là, aujourd'hui, 140 kW, on assiste à une évolution des technologies de refroidissement pour pouvoir répondre à ces problématiques de chaleur. Alors, dans le passé, on utilisait notamment du refroidissement à air, assez traditionnel, mais aujourd'hui, il ne peut pas suivre, en fait, tout simplement. Donc, on va devoir utiliser différentes technologies, voire une combinaison de technologies. On va explorer ça juste après. Et puis également, ce que l'on constate, c'est que la durée de vie d'un data center, donc dédié notamment par exemple à l'intelligence artificielle, l'IA, ou alors tout simplement à l'utilisation de supercalculateurs, elle est très courte, puisque les technologies augmentent très vite. En effet, hein, les processeurs dégagent des puissances de calcul de plus en plus importantes. Et donc, il va falloir vite faire évoluer le data center si on ne veut pas avoir des technologies obsolètes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et ce que demandent, en fait, tout simplement en termes de ressources, les serveurs et les logiciels qui fonctionnent à partir d'IA. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on vous propose un quiz qui va s'afficher à votre écran. Voilà. Donc, que mesure, donc on va parler d'un coefficient qui est le PUE, donc pour caractériser un data center, on parle notamment de PUE en termes de performance. Que mesure ce PUE, donc qui veut dire Power Usage Effectiveness? À vous de jouer. Ok. Je vous laisse encore quelques secondes. Ça marche. Globalement, il y a des connaisseurs. Allez, je ferme le sondage. Alors, en effet, comme beaucoup ont pu répondre, le PUE caractérise la consommation d'énergie totale du site, donc tous les équipements du data center. Donc on va prendre en compte l'éclairage, le refroidissement, la consommation des serveurs, toutes les consommations électriques que l'on va pouvoir retrouver, tous les usages électriques sur un data center. Il compare ces consommations par rapport à la consommation uniquement des équipements informatiques, donc des serveurs. Voilà. Et plus ce PUE est faible, donc proche de 1, et plus on va avoir un data center efficace énergétiquement, c'est-à-dire que la plupart de la puissance est dédiée au fonctionnement des serveurs, donc ce qu'il est censé fournir. Voilà. Donc un PUE idéal, c'est égal à 1, et c'est 100% de l'énergie qui est dédiée à l'informatique. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait partie des défis que rencontrent les exploitants de data centers, réduire ce PUE au maximum. Et pour vous donner des ordres de grandeur, donc on parle notamment pour des data centers anciens ou un peu obsolètes en termes de technologie de refroidissement, des PUE supérieurs à 1,8. Pour un data center standard, entre 1,4 et 1,6, donc ça c'est un niveau correct. Et puis après, là on rentre dans des data centers
très performants. Donc, si on prend des data centers récents, entre 1,2 et 1,4, donc là, on est sur des très bons niveaux de PUE, que d'ailleurs, les anciens data centers vont avoir beaucoup de mal à atteindre, même en rénovation et en remplaçant les systèmes de refroidissement. Il faudrait revoir l'installation complète si on veut atteindre ces PUE-là. Et puis, si on va regarder vraiment les meilleurs de la catégorie, donc c'est-à-dire les hyperscalers, on va retrouver dans ce terme hyperscaler les Google, Amazon, Microsoft, Meta, donc qui font vraiment des méga data centers dédiés la plupart du temps à l'intelligence artificielle. On va retrouver des PUE équivalents à 1,1, 1,2. Donc évidemment, là, dès lors qu'on s'approche de 1, ça veut dire qu'on a des puissances qui sont des puissances de refroidissement, par exemple, qui sont très peu énergivores. Et donc, on arrive à refroidir très efficacement les serveurs sans utiliser beaucoup d'énergie. Alors, pour réduire ce PIE, on va voir maintenant les technologies de refroidissement et je vais laisser la parole à Brice pour nous parler des tiers. Oui, avant de parler des technologies, Antoine va nous en parler plus précisément. On va parler d'abord de la redondance. Donc, ce n'est pas les technologies de refroidissement, mais dès qu'on parle de data center, on parle de redondance, que c'est une notion très importante pour ces sites critiques. Donc, la redondance d'un data center, elle se mesure à travers des standards TIR, T-I-E-R, qui veut dire niveau ou palier en anglais, et ils sont définis par des organismes comme TIA et l'Uptime Institute, donc c'est des choses qui sont très standardisées. Et l'objectif est d'éliminer les points de défaillance uniques. Donc ce qu'on appelle un point de défaillance unique, c'est un élément critique non doublé qui, s'il tombe en panne, suffit à lui seul d'interrompre tout le système. Donc on pense par exemple à une pompe, à un groupe froid, s'il est seul, bien sûr, le système s'arrête. Et plus on augmente ce standard de redondance, plus la disponibilité augmente et donc plus le temps d'arrêt baisse. Donc on va s'intéresser à la redondance des installations hydrauliques de refroidissement et bien sûr, il existe les mêmes exigences sur les infrastructures électriques et les équipements informatiques, mais qui sont moins notre domaine, hein, on va dire. Donc on s'arrête à l'hydraulique. Donc le premier tir, c'est le tir 1, vous voyez représenté ici très schématiquement. Donc là, c'est pour la représentation très schématique. On retrouve le système de traitement de l'eau. Donc ça peut être l'expansion, la filtration, le dégazage, le système de production et derrière toute la distribution et les unités terminales. Donc on verra avec Antoine, dans un data center, on ne parle pas de ventilo-convecteur, on parle de crack, de CRA et de CDU. On verra ça avec Antoine plus tard. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, il n'y a qu'un seul appareil pour chaque étape, un seul groupe, pompe, etc. Aucun équipement de secours. Donc c'est ce que disent les petits indicateurs en bas. Hein. En cas de panne, l'impact est maximal, parce que l'installation s'arrête. Et là maintenant, c'est difficile. Pour maintenir un groupe froid, il faut l'arrêter, il faut arrêter l'installation. Donc le seul vrai avantage d'un tir 1, c'est qu'il coûte peu cher et qui est très simple à concevoir. Donc bien sûr, il est de moins en moins utilisé. On le réserve aux situations où une coupure de quelques heures n'est pas vraiment un problème. Et souvent, on palliera cette absence de redondance par une astreinte technique sur place pour intervenir rapidement et un stock conséquent de pièces détachées pour limiter au maximum cette indisponibilité qui est limitée à 29 heures, un peu plus d'un jour. On passe maintenant au tir 2. Donc le tir 2, donc si on compare au schéma précédent, on voit les parties floutées, c'est les parties du schéma précédent. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a 2 fois plus d'équipements. Donc l'idée est simple, hein, pour chaque appareil important, on ajoute un appareil de secours. Du coup, si un équipement tombe en panne, son jumeau prend le relais et le refroidissement continue. Donc attention toutefois, ces secours existent au niveau des machines, mais elles partagent encore une bonne partie du même circuit. Donc concrètement, entre tir 1 et tir 2, on gagne en fiabilité. On passe de 29 heures à 22 heures, mais ce n'était pas encore suffisant pour un service qui ne doit pas s'arrêter. Les indicateurs en bas le confirment. Hein. En cas de panne, on a un peu moins d'impact sur l'installation, l'entretien est un peu plus facile, et en échange d'un coût et d'une complexité qui augmente un peu. Le tir 3, donc là au tir 3, on franchit une étape importante. Donc comme au tir 2, on a les équipements en double, tout est doublé, mais cette fois on dédouble aussi tous les chemins, toute la distribution. Donc c'est tout l'intérêt de cette distribution en boucle, en anneau. Si je peux prendre la souris, je vais vous la montrer, elle est superbe.
Seigneur, attendez le bazar. Voilà, tout ça. On a perdu la souris. Voilà, super. Donc cette fameuse distribution en boucle, la voici. Donc c'est un schéma classique des data centers de tier 3, qui sont les data centers les plus conçus aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne conçoit plus un data center en dessous du tier 3. Donc c'est une boucle de distribution. Donc on va vous en parler plusieurs fois dans ce webinaire, parce qu'il a bien sûr des intérêts et des contraintes à laquelle il faudra pallier. Et donc grâce à ce tier 3, on tombe maintenant à 1h30 d'indisponibilité, 1h30 d'arrêt par an. Donc c'est déjà formidable, c'est 99, presque 100% de disponibilité. En contrepartie, comme le montrent les indicateurs, c'est plus cher, plus complexe à concevoir, mais par contre l'impact d'une panne devient très faible et la maintenance facilitée, tout est doublé. On peut passer par n'importe quel parcours pour alimenter les unités terminales. Et le fameux data hall que vous voyez ici, qui lui comprend les fameux racks dont parlait Antoine et les serveurs. Donc c'est le niveau de référence aujourd'hui pour les data centers qui sont conçus aujourd'hui. Et il existe le tier 4, donc là c'est le top, le tier 4, le schéma peut paraître un peu compliqué, mais en fait il est très simple, on a simplement doublé, on double les installations, et elles fonctionnent en parallèle. Donc même si un accident majeur frappe toute une moitié de l'installation, ça peut être une grosse fuite, un incendie, tout peut arriver, l'autre partie prend le relais, sans coupure, sans la moindre coupure. Donc c'est le niveau le plus sûr, là on a à peine 26 minutes d'indisponibilité par an, c'est négligeable. Donc évidemment, comme le montrent les indicateurs, donc là les pannes n'ont pratiquement plus d'impact, d'accord. La maintenance est très très facilitée, on peut couper la moitié de l'installation pour travailler dessus. Et par contre, bien sûr, le prix et la complexité augmentent. Donc vous l'avez compris, en passant du tier 1 au tier 4, on ajoute de plus en plus de sécurité, mais on ne change pas la technologie. La technologie reste identique. Sur tous les tiers, on double, on dédouble les chemins, etc. Donc je passe la parole à Antoine qui va nous parler de cette technologie. Donc parmi ces installations redondantes, on va retrouver différentes technologies. Alors classiquement, on a le refroidissement par air, par ventilateur, mais là c'est pour les densités thermiques. Donc quand on parle là des puissances qui s'affichent à l'écran, c'est les densités thermiques à l'intérieur des armoires. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 30 kW par exemple, ça va être une très grande villa, hein, et en termes de puissance. Et puis aujourd'hui, on va aller sur des puissances de 100, 140, 150 kg. Et là, on est sur des immeubles de taille moyenne. Donc là, tout ça à l'intérieur d'une armoire, hein. C'est grand comme un frigo, un grand frigo. Voilà, c'est un frigo. Donc 5 kW, donc ça, c'est pour le refroidissement à air. C'est un peu obsolète aujourd'hui. On va avoir des densités beaucoup plus importantes sur les data centers récents. Après, jusqu'à 30 kW, on peut utiliser des systèmes de refroidissement qui s'appellent les CRAC. Donc, en fait, ce sont comme des ventilos convecteurs, en quelque sorte, alimentés avec des batteries à flux de frigorigène. Et c'est surtout pour de l'ancien ou du petit data center. Voilà. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on dépasse les 30 kW, donc je vous ai dit maintenant, on va de plus en plus vers des densités de l'ordre de 150 kg. Donc 30 kg, c'est un peu dépassé. Et là, on passe désormais sur des unités de type CRA ou rear door. Donc en fait, ce sont des centrales de traitement d'air, en gros, pour faire simple, qui vont avoir différentes configurations et différentes typologies de fonctionnement. Et là, on va introduire l'eau, donc la boucle d'eau glacée, dans ces systèmes-là. Voilà. Donc on est sur du moyen ou grand data center, notamment pour l'intelligence artificielle. Donc là, on est toujours, dans tous les cas, sur de refroidissement par air, mais on a ajouté une boucle d'eau glacée, ici, dans ce troisième cas, qui va nous permettre de gérer plus facilement les hautes densités thermiques et également de réduire notre PUE par rapport, donc l'efficacité de refroidissement par rapport à un data center refroidi à l'air.
Et enfin, si on veut aller vraiment sur des très très importantes densités thermiques, donc jusqu'à 150 kW, voire plus demain, puisque ça évolue très très vite, hein, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est presque plus valable dans 6 mois. On va le voir après. Et donc là, on parle de refroidissement liquide direct. Donc on va aller au plus près des serveurs, des microprocesseurs, pour refroidir directement au cœur de ces processeurs. Et là, on est sur aujourd'hui 17% du marché contre 70% du marché pour les CRA et rire d'or. Mais on a 60% de croissance aujourd'hui sur cette technologie-là, sur le marché du data center. Et ici, on est 100% sur des boucles d'eau glycolées. Donc, on va utiliser un fluide qui est parfois nommé le PG25. Donc là, on est sur du data center de taille très importante et du refroidissement donc liquide. Alors, pour vous donner une explication supplémentaire sur ces émetteurs, sur ces unités que l'on va utiliser, ici, vous avez la vue en coupe schématisée d'un CRA refroidi à partir d'air et d'une boucle d'eau glacée qui va refroidir cet air. Donc, on va en fait tout simplement, à l'aide de ce CRA, récupérer l'air chaud qui est évacué en point haut des serveurs. Donc là, il faudrait, ici on aurait les serveurs, la salle contenant les serveurs. Cet air, il est expulsé par les serveurs en point haut, absorbé par le CRA. Ici, on a une entrée d'air qui va passer à travers une batterie de refroidissement à eau glacée. Et on a un ventilateur qui va expulser donc cet air froid à travers des faux planchers qui vont alimenter nos armoires de serveurs ici. Donc on va faire un refroidissement par le bas, par le faux plancher, et on va récupérer l'air chaud en haut du rack. Alors, une des technologies les plus efficaces aujourd'hui, quand on utilise ces unités, les CRA, hein, ce que je viens de vous décrire, ces armoires-là, qui vont récupérer l'air chaud des racks par le haut, eh ben c'est de répartir le refroidissement par confinement. Donc en fait, on va confiner les armoires de serveurs sous forme d'allées, qu'on va appeler des allées chaudes, et puis on va avoir également des allées froides. Et donc l'air refroidi va passer dans les racks à travers le faux plancher ici, et ces allées froides, et puis être expulsé à travers l'allée chaude par le haut vers le CRA. Ça c'est valable jusqu'à une densité thermique d'environ 20 à 30 kW aujourd'hui. Puis on a la technologie toujours par air, et un air refroidi par une boucle d'eau glacée. Mais cette fois, on va avoir en fait une sous-station qui s'appelle le CDU, qui va alimenter plusieurs armoires de refroidissement. Donc là, on les démultiplie, ces armoires, contrairement à tout à l'heure avec le CRA où on avait un gros émetteur qui gérait toute une allée de racks. Bah là, on va démultiplier ces armoires, donc, qui sont composées toujours d'un échangeur à eau glacée et de ventilateurs qu'on va placer en fait à l'arrière des processeurs, des serveurs, à l'arrière des racks, et qui vont ventiler donc directement par l'arrière chacun des racks. Là, on est sur des densités thermiques qui vont de 20 à 50 kW. Donc là, on commence à parler de densité thermique importante, très importante. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur le CDU, ici, que vous avez vu précédemment, qui est notre sous-station, donc, entre la production et nos émetteurs. Alors, un peu plus en détail, ici, ce CDU. Alors, vous en avez deux ici, puisqu'on est en redondance. Donc, on va avoir deux réseaux primaires et deux sous-stations ici. Et donc, le CDU va être composé d'un échangeur,
d'une vanne de régulation 3 voies, par exemple, d'une pompe, voire même une pompe, d'une double pompe, de purgeurs, de vases d'expansion, enfin vraiment tous les éléments qui peuvent composer tout simplement une sous-station de chauffage ou de refroidissement. Et donc on va en avoir plusieurs de ces sous-stations à l'intérieur d'un data center, et souvent doublées en redondance, hein. Ces sous-stations, elles vont alimenter soit directement les racks en eau glacée, et donc là ce sera du refroidissement liquide direct, je vais en parler juste après, ou alors qui vont alimenter en fait nos armoires Rear-Door ou CRA à partir pour refroidir l'air aspiré et expulsé à travers les racks. En ce qui concerne donc le refroidissement liquide direct, donc ici qu'on voit à travers cette boucle d'eau qui va directement à travers les racks, eh ben, on va refroidir en fait des plaques froides qui sont contenues à l'intérieur des racks et sur lesquelles les processeurs sont directement fixés. Donc, on est en contact direct avec les processeurs. Toute la surface du processeur est refroidie directement. Et là, on est capable de gérer des densités thermiques très, très importantes, de l'ordre de 50 à 150 kW. Donc, chaque processeur va avoir sa plaque froide qui est alimentée directement en eau glacée. Alors, toutefois, on va garder du refroidissement par air, hein, comme on peut le voir sur le schéma précédent où on avait toujours du refroidissement par air, puisque on doit quand même capter la chaleur résiduelle qui est ambiante dans le rack autour des serveurs. Donc jusqu'à 20% de cette charge thermique, cette densité thermique, elle est encore gérée par le refroidissement par air lorsqu'on utilise une boucle en refroidissement liquide direct. J'espère que ça n'avait pas trop de termes pour les plus néophytes. Et enfin, donc, si on va encore plus loin sur des plus hautes densités, donc jusqu'à 200 kW, donc aujourd'hui on hésite un peu dans le monde du data center entre ces deux technologies. On va avoir le refroidissement liquide, encore une fois, directement, sans air, par immersion. Donc on va immerger directement les microprocesseurs dans des bassins de fluide et ils vont être refroidis en direct, sans interface entre le fluide et le microprocesseur, donc par immersion. Alors il y a toujours une circulation, hein, parce qu'il faut récupérer le fluide chaud et puis le refroidir. Donc on va toujours avoir une boucle d'eau glacée et puis un CDU, hein, donc notre fameuse sous-station. Mais cette fois, on immerge directement les composants. Alors ça peut poser pas mal de contraintes puisqu'il va falloir utiliser des fluides bien spécifiques. Ce ne sera pas applicable à l'ensemble des technologies de data center. Et en rénovation, ce sera compliqué à utiliser. En termes de part de marché, en termes de croissance, si on regarde les prévisions de croissance sur les technologies que je vous ai présentées, donc ce qui va être le plus utilisé, hein, pour ces grosses densités là, de chaleur, on va avoir les plaques froides, donc c'est le refroidissement liquide direct, l'immersion, refroidissement liquide par immersion, et enfin le rear door, donc le refroidissement par air avec boucle d'eau glacée associée. Donc c'est les technologies qui vont croître le plus dans les années à venir. Et donc on va multiplier donc, par 3 quasiment, notamment l'utilisation des plaques froides dans les data centers, voilà, par 2 pour le refroidissement par immersion, et puis par 1,5 le refroidissement par rear door. Voilà, donc on va connaître des croissances très importantes sur ces technologies et c'est pour ça qu'on fait un focus en particulier sur ça. Et donc maintenant, je laisse la parole à Brice qui va vous parler donc d'une des problématiques que l'on va rencontrer sur la boucle d'eau glacée, la qualité d'eau évidemment. Et on va voir ça plus en détail. Tout à fait, Antoine. Donc le refroidissement liquide, on l'a vu, il est en forte évolution, il est très efficace, mais il impose aussi de vraies contraintes techniques.
Donc pour bien évacuer la chaleur, on fait circuler le liquide dans une plaque froide, tu l'as dit, et qui est posée directement sur la puce, sur le processeur, sur le GPU, ça a plusieurs noms cette chose. Et à l'intérieur de cette plaque froide, c'est un micro-échangeur qui est constitué de minuscules ailettes, espacées d'à peine 150 microns, donc c'est 2 fois l'épaisseur d'un cheveu. Ça augmente l'épaisseur de la surface d'échange. C'est le seul but de cette fin expérience. On multiplie les ailettes pour augmenter la surface d'échange, parce qu'on a une puissance phénoménale à évacuer dans 1 cm², par exemple. Donc, par contre, plus les canaux sont fins, mieux on capte la chaleur, mais plus le liquide a du mal à passer. La perte de charge pour une plaque froide, c'est de l'ordre de 150 kPa, 15 mètres de colonne d'eau. Donc la première contrainte, il faut des pompes puissantes et un débit élevé, et surtout parfaitement constant. Si le débit faiblit un peu, la température augmente immédiatement et la puce s'arrête ou se détruit. Donc la deuxième contrainte, le premier c'était cette perte de charge, la deuxième contrainte c'est la qualité du liquide. Comme on a de l'eau qui circule en circuit fermé, il faut éviter qu'elle se dégrade ou que des bactéries s'y développent. Donc c'est pourquoi on ajoute 25% de glycol, tu parlais du PG25, 25% de glycol qui protège le circuit à la fois contre le gel, dès qu'on refroidit ou on craint le gel, et surtout contre la prolifération des bactéries. Donc en résumé, le liquide refroidit beaucoup mieux que l'air, c'est physique, mais par contre ça demande une installation plus exigeante, à la fois sur la mécanique et sur l'entretien. Donc je parlais de glycol, donc dans l'eau il y a toujours de l'air, et de l'air plus le glycol ça crée des soucis. Donc sur la slide on parle de TCS, j'ai laissé volontairement parce que c'est un terme, c'est un des nombreux acronymes qui apparaissent dans ce webinaire. Le TCS, qui veut dire Technology Cooling System, donc système de refroidissement technologique, c'est un peu le secondaire dans une installation de data center, c'est la partie du fluide qui est le plus proche du processeur. D'ailleurs, on limite au maximum ce volume d'eau dans le TCS, que c'est de l'eau qui sera très surveillée. Je vais vous expliquer pourquoi à l'instant. Donc les contraintes liées à la présence d'air et de glycol sont les suivantes. Donc d'abord, bonne nouvelle, comme le circuit est très très souvent en acier inoxydable ou en plastique, on ne craint pas la corrosion du fait de la présence d'oxygène dans l'air. Il n'y a pas de corrosion puisqu'il n'y a pas d'acier à grignoter. Mais c'est le point clé, ce même oxygène, par contre, il dégrade le glycol présent dans l'eau. Donc pour rappel, on utilise le fameux PG25 pour protéger le circuit. Or, quand l'oxygène le dégrade, par action chimique, la concentration du glycol baisse. On était à 25 et le pourcentage de glycol va baisser. Et ce qui est étonnant, mais important à prendre en compte, c'est qu'à forte dose, à 25%, le glycol tue les bactéries, mais quand la concentration descend, elle nourrit les bactéries. Bon, et là, c'est le drame. En plus, on a des températures plutôt élevées, plutôt tièdes, et là, les bactéries s'en donnent à cœur joie, et le problème, c'est que ça crée un film, et lorsqu'on a 150 microns d'espace entre deux ailettes, le film créé par les bactéries obstrue carrément le passage de l'eau. Voilà, donc premier problème, l'oxygène présent dans l'air. Donc, vous l'avez compris, l'air, il faut s'en débarrasser. En tout cas, il faut le contrôler. Deuxième point important, ces fameuses bulles d'air, elles se trouvent non seulement dissoues dans l'eau, mais aussi sous forme de bulles, de bulles d'air. Et donc ces bulles d'air, d'abord, elles réduisent la surface d'échange thermique. On l'a vu, ces engins grands comme un frigo de 2 mètres peuvent produire jusqu'à 150 kW, l'équivalent d'une production d'eau chaude sanitaire et de chauffage dans un bâtiment résidentiel de plusieurs appartements. Donc la densité est tellement importante qu'il est interdit que les microcanaux se bouchent. Et le problème des bulles d'air, c'est qu'elles font souvent plus de 150 microns, donc elles créent des bouchons. On a des bouchons d'air qui empêchent la circulation de l'eau. Donc ça, c'est un problème qui peut se résoudre facilement, entre guillemets, dès la conception, avec des purgeurs automatiques bien placés et une procédure de remplissage bien soignée. Mais pour éliminer complètement les bulles d'air en solution, on utilisera des séparateurs d'air dédiés. Donc vous connaissez tous, ou je vous l'apprends, le Zeparo Aero. Donc il existe en acier, de couleur bleue, beryllium. Mais il existera maintenant en inox, je spoil la fin de ma slide. Donc le principe est simple, le flux rentre dans le corps. Je vais prendre encore la souris magique. Le flux d'eau rentre dans le corps du séparateur aéro. Du fait de l'augmentation de la section de passage, les bulles les plus grosses, la vitesse diminue, les bulles les plus grosses sont emmenées vers le haut et seront évacuées automatiquement par le purgeur automatique.
Les bulles les plus fines vont tenter de passer, mais l'élistyle ici, qui est conçu spécialement, va produire ce qu'on appelle la coalescence. Les petites bulles vont se regrouper en elles, être évacuées vers le haut, sous forme de grosses bulles, et être évacuées elles aussi par le pugeur automatique. Donc l'eau ressort pratiquement dépourvue de ces micro-bulles d'air, et repart dans l'installation et pourra franchir les micro-canaux sans contrainte. Donc comme vous le voyez sur la slide, donc on a designé ces produits qui étaient en inox ou en amétal, maintenant qui étaient en fonte, en acier ou en amétal, maintenant en inox. Aussi bien le purgeur Zeparo qui reproduit le ZUT en fait, hein, en inox, et ici le Zeparo Aero qui s'appelle maintenant Zeparo Aero Inox. En inox 300 CZL, c'est le top en termes de nuances d'acier qu'on rencontre dans le CVC. Donc, mais l'air n'est pas la seule impureté à capter, il y a aussi des impuretés solides à capter. Donc là, on retrouve un modèle que vous reconnaissez sûrement. Donc on l'a dit, hein, les plaques froides utilisent des échangeurs à micro-canaux dans lesquels la moindre impureté peut s'accumuler. Donc ça impose la propreté du fluide. Donc aucune particule de plus de 25 microns n'est tolérée. L'espacement, je vous rappelle, fait 150 microns. C'est l'épaisseur de 2 cheveux côte à côte. Sinon, on risque simplement de boucher ces canaux et d'empêcher le refroidissement et la dissipation de ces puissances importantes, de dissiper ces puissances importantes. Donc, vous connaissez le Zeparo Cyclone Max, qu'on appelle fréquemment le ZCX. Donc là, on retrouve le Zeparo Cyclone Max en inox 300 CZL aussi. Donc le système du Zeparo Cyclone Max, je vous le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, on exploite un phénomène, une technologie cyclonique qui lui permet d'éliminer jusqu'à 95% des impuretés en un seul passage. Donc il y a 2 choses à retenir. D'abord la souplesse d'installation. Donc ce Zeparo, ce Cyclone Max se pose dans de multiples positions, notamment verticalement ou horizontalement. Dans ces pratiques, en local technique est plutôt restreint. Et en plus, il utilise le système de séparation centrifuge. Donc les particules les plus lourdes vont être collées sur les parois du séparateur et être évacuées. Derrière une plaque ici, une plaque perforée, les particules sont bloquées et pourront être chassées périodiquement par le mainteneur. Donc le gros avantage de ce principe, c'est qu'il reste efficace quelle que soit la vitesse de l'eau, quelle que soit la taille de la tuyauterie, et aussi elle est insensible à l'encrassement, ce qui n'est pas le cas des filtres classiques. Donc en retirant ces particules, on protège les microcanaux des plaques froides, on maintient la qualité du fluide et on améliore le passage et l'efficacité et la fiabilité de l'installation. Donc je rappelle, hein, tout ça existe en inox 300 CZL, le top de l'inox. Donc on l'a dit, pour limiter les risques de corrosion dans ces TCS, les circuits secondaires les plus proches des GPU, on installe le matériau de référence, c'est l'inox, l'acier inoxydable. C'est pourquoi il propose cette gamme dont je vous ai parlé, là, en inox 300 CZL. Mais il existe une alternative intéressante, la métal qu'on connaît bien chez IMI. C'est un alliage de laiton conçu par IMI, qui résiste notamment à la désinsification. Et cet amétal a été testé en toute indépendance par l'Institut RISE pour vérifier sa compatibilité avec le fameux glycol PG25. Et les résultats sont excellents, parce que par exemple, l'amétal fait mieux que l'inox 304, qui est un inox moins qualitatif que l'inox 300 CZL, mais qui reste un inox qui peut être proposé quelquefois dans les data centers. Il faut savoir que l'amétal résiste mieux à la corrosion que l'inox 304, avec un taux de corrosion inférieur à 8 microns par an à 88 degrés. Donc là, c'est le test RISE un peu extrême, sachant que dans les data centers, on n'est pas à 88 degrés. Et donc, à basse température, on est à 3 microns de corrosion par an. Donc le métal perd 3 microns d'épaisseur par an, ce qui reste pratiquement négligeable. Donc, autrement dit, la tenue dans le temps est parfaitement au niveau des exigences d'un data center. Et autre bonne nouvelle, cette résistance à la corrosion a reçu la validation de poids, l'Open Compute Project, qu'on appelle l'OCP dans le milieu. Donc c'est un consortium qui définit les standards des grands data centers. Donc, or, l'OCP, dans son dernier livre blanc, reconnaît officiellement l'amétal comme matériau acceptable pour le refroidissement liquide direct. Donc il est cité en toutes lettres dans le fameux rapport, qu'on pourra mettre à votre disposition si vous le souhaitez.
Et ce qui donne tout son poids à cette reconnaissance, c'est la liste des co-signataires. Hein. On y retrouve Google, Oracle, OVH Cloud, Vertiv et Nvidia, par exemple. Donc des grands du secteur qui valident ce choix de matériaux. Donc pour nous, c'est la confirmation que les solutions qu'on vient de présenter sont non seulement éprouvées techniquement, mais aussi alignées avec les standards que l'industrie est en train d'adopter. Et donc pour rappel, hein, la métal qu'on compose plutôt les métals issus que vous voyez là sont composés des métals. On trouve la STAD, notre vanne d'équilibrage manuel statique, la modulator, notre vanne PICV, indépendante des variations de la pression différentielle, bien sûr la TA Smart, que vous connaissez peut-être, bon, Antoine va nous en parler un petit peu, et ici par exemple le Simply Vento, qui est un dégazeur par dépression dont les principales pièces sont constituées d'un métal. Un autre moyen d'ailleurs de dégazer votre installation, le Simply Vento. Une dernière petite slide sur un autre matériel qui équipe la boucle de traitement d'eau. C'est notre système d'expansion. Donc pour rappel, la gestion de l'expansion est primordiale. Sans pression, l'installation ne fonctionne pas. Tout ce que je viens de dire avant n'a plus lieu d'être. Il faut que l'installation soit sous pression et sous bonne pression. Donc c'est un équipement indispensable. Et grâce à la fonction master-slave appliquée à nos systèmes de maintien de pression transféraux, donc le système qui fonctionne par pompe, ou le compresso qui fonctionne par compresseur, nous avons la possibilité de proposer un système hautement sécurisé. Pour cela, il suffit d'installer au moins 2 GMP. Ils sont interconnectés en master-slave, donc en fait c'est la brain cube que vous voyez ici, hein, c'est l'organe intelligent, entre guillemets, c'est l'électronique de l'appareil. On câble et on paramètre la brain cube de au moins 2 appareils, et on pourra gérer à la fois la redondance et donc le fonctionnement sécurisé. Dans l'exemple qu'on voit ici, donc c'est le morceau d'un schéma dont va nous parler un peu plus tard Antoine. Donc ici, on imagine toute la production d'eau glacée. On arrive ici sur la fameuse boucle ou l'anneau de distribution qui permet d'avoir des passages soit vers le bas, soit vers le haut en cas de pépin. Et donc là, on va placer 2 groupes de maintien de pression à 2 endroits différents. Donc déjà, ça c'est un peu étonnant. On dit toujours qu'il faut un vase d'expansion ou un système d'expansion par installation, un seul. Mais là, on peut se permettre parce que les 2 appareils vont être reliés. Hein, les 2 brain cubes des 2 appareils vont être reliés entre elles, soit de façon filaire avec un système RS400 ou grâce à un réseau Ethernet existant. Voilà. Donc les 2 appareils sont reliés entre eux, donc ils peuvent fonctionner ensemble. Donc l'un va gérer la pression, l'élément mètre, et l'autre va gérer les niveaux d'eau dans les vases. Les 2 fonctionnent de pair. Et en cas de problème, en cas de grosse fuite ou d'incendie sur un côté du data center, on pourra isoler cette partie, et l'autre groupe de maintien de pression va prendre le relais. Il sait parfaitement que le deuxième s'est arrêté, il prend le relais, et il va prendre toute ou partie de la charge, ça dépend des conditions de sélection du groupe de maintien de pression, le temps qu'on remette en état l'autre système. En tout cas, on ne restera pas sans groupe de maintien de pression. Et donc cette technologie master-slave, on la maîtrise depuis une vingtaine d'années, depuis que les systèmes sont connect. Et on l'utilise déjà aujourd'hui dans les data centers, dans les sites industriels ou militaires, ou les hôpitaux. Voilà, c'est un système qu'on maîtrise. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Je passe la parole à Antoine qui va nous parler d'interactivité hydraulique, sujet qui le passionne. Alors, en effet, il faut qu'on... Alors, avant tout, un petit quiz. Faut voir. Hop, je le lance. Alors, donc on parle d'interactivité, d'instabilité hydraulique ici. Pourquoi dit-on que les data centers haute performance, notamment qui vont utiliser l'IA, ont une charge thermique particulièrement instable? 3 possibilités. 3 possibilités. Les flux sont continus mais très élevés, les charges varient brutalement et de façon localisée, ou les processeurs graphiques GPU consomment plus que les processeurs CPU. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique. GPU, processeur graphique, et CPU, un processeur plus classique. Mais il y a un piège. Réponds la bonne question.
OK. Globalement, vous avez répondu, donc les charges varient brutalement et de façon localisée, en effet, et c'est la bonne réponse. Hop. Salut Laurent. Et on va la décrire juste après. Alors tout simplement, lorsqu'on parle notamment de data center exploitant l'intelligence artificielle, d'une part, on va parler de data centers qui sont très redondants. Donc au moins tier 3, voire 4. Et donc dès lors qu'on parle de data center de tier 3, on va avoir des boucles de distribution, des collecteurs qui sont toujours en double. Donc ici, ici au niveau des groupes froids, au niveau des condenseurs ou aérorefroidisseurs, ici au niveau des groupes froids, ici sur le retour, donc alimentation ici des groupes froids, retour des groupes froids. À chaque fois, tout est doublé en termes de distribution de tuyauterie. Et pareil ici, si on retrouve nos systèmes d'expansion de tout à l'heure, et puis là on va arriver sur les émetteurs. Et donc, sur ces émetteurs, pareil, on va doubler les collecteurs qui vont distribuer ces différents émetteurs. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en refroidissement liquide direct, parce que c'est surtout les CDU, en fait, finalement, que l'on va alimenter, donc les sous-stations à travers ce réseau. Ici, selon le chemin utilisé, puisque certains chemins en fait, de tuyauterie vont être soit en maintenance, soit défaillants pour des raisons multiples, et ben, on va utiliser un chemin ou un autre. Donc en fait, on va pouvoir passer par exemple par ici pour alimenter cet émetteur, ou alors on va pouvoir complètement isoler tout ce morceau de distribution et à contrario passer plutôt par là pour aller alimenter cet émetteur. Et puis pour le retour, pareil, on va avoir différents chemins possibles selon le groupe froid qu'on va utiliser. Voilà, donc tout est en fait démultipliable. On va isoler et ouvrir des chemins dans le réseau. Et ces chemins, ils vont donc varier en termes de perte de charge, donc de longueur. Et ces variations, elles vont entraîner évidemment des variations de pression différentielle. Donc, selon le chemin que je vais utiliser, ces émetteurs vont recevoir une pression différentielle qui va varier et donc un débit qui est potentiellement variable. Donc ça va causer des problèmes d'interactivité, d'instabilité. Et donc aujourd'hui, évidemment, on généralise l'équilibrage dit dynamique sur ces réseaux-là. Donc on va utiliser des vannes soit qui vont maintenir un débit, dans certains cas, ou alors des vannes qui vont plutôt maintenir une pression différentielle en fonction du besoin. Donc ça, c'est le premier point concernant l'interactivité hydraulique. On en aura, c'est sûr, dès lors qu'on passe sur des data centers type intelligence artificielle ou avec des très grandes puissances de calcul. Si on est sur des data centers plus classiques, plus anciens, avec des technologies moins demandeuses de puissance et de redondance, on va avoir des charges plus continues, évidemment. Donc ce problème, il se pose surtout pour les data centers d'aujourd'hui ou de demain, qui se veulent être très performants. Alors, donc ça, c'est pour uniquement sur l'aspect redondance et chemin de distribution. Mais également, on va avoir des variations de charge tout au long du cours du cycle de vie du data center. En effet, on va avoir une fluctuation rapide des capacités à cause du déploiement de nouveaux racks. En fait, on va déployer de nouveaux racks sur ce data center et la charge thermique elle va évoluer et il va falloir donc s'y adapter. Et on voit que les charges thermiques elles peuvent augmenter très très rapidement avec les racks d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ici, on va pouvoir ajouter plus ou moins de racks au data center. Le data center va devenir en fait un environnement flexible et adaptatif. Les technologies évoluent rapidement. Donc potentiellement, les microprocesseurs utilisés précédemment dans les racks, donc là, début 2026 par exemple,
ne seront pas les mêmes en 2027. Et donc ces technologies, on va les faire évoluer à l'intérieur de ces armoires, à l'intérieur de ces racks. Et il va falloir également que la puissance de refroidissement et la régulation suivent. D'autre part, on va devoir être capable d'assurer un débit constant vers les racks opérationnels lors de ces changements. En effet, si j'ajoute des racks, voilà, je vais ajouter des racks, je vais déséquilibrer potentiellement un rack qui était précédemment alimenté. Je vais perturber en fait l'équilibre du système, je vais créer des interactivités et ça va, alors, temporairement ou plus longtemps, générer des sous-débits et des surdébits. Et Brice a insisté là-dessus. Un surdébit ou un sous-débit temporaire sur une plaque froide qui va refroidir un microprocesseur, peut entraîner une zone de surchauffe très rapidement et qui va entraîner donc soit la mise en veille du microprocesseur ou sa dégradation. Ça peut aller très très rapidement puisque les températures vont augmenter très très vite dès lors que je n'ai pas la bonne capacité de refroidissement. D'autre part, troisième point, on va utiliser, il est utilisé en tout cas de plus en plus sur les data centers de haute performance, des racks de serveurs qu'on appelle hot swap. Okay. Donc c'est-à-dire que l'on va pouvoir en fait ajouter ou retirer des serveurs d'un rack en cours d'exploitation. Donc très rapidement, en fait, tout est déconnectable en raccord rapide et on va pouvoir enlever des racks, enfin des serveurs, pardon, en rajouter et ça va modifier toute la configuration évidemment du rack et ça on va devoir s'y adapter. Hein. Dans ce cas de figure, une régulation basée sur le débit, la limitation de débit, est contre-indiquée, puisque là, il faut faire évoluer le débit en fonction de la configuration à l'intérieur du rack. Ce qu'il est préférable de faire dans ce type de situation, alors je vais expliquer la problématique. Ici, on a un rack qui contient 1, 2, 3, 4, 5 rangées de serveurs. Ils sont alimentés chacun avec 2 mètres cubeurs de liquide, enfin de débit, pardon. Une pression différentielle pour alimenter ce rack avec un débit total de 10 mètres cubeurs, 5 x 2, 10. On a besoin d'une pression différentielle ici de 1,5 bar, pour donner quelques chiffres. Si j'enlève donc un serveur, une rangée de serveurs, hein, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi des serveurs blades dans le jargon de l'intelligence artificielle. On va enlever des serveurs. Et donc ici, on n'a plus que 4 serveurs qui sont en fonctionnement. Et si on maintient un débit, si on limite le débit simplement, on va se retrouver avec toujours 10 mètres cubeurs qui vont se répartir sur 4 rangées de serveurs désormais. Et la pression différentielle fournie à ce rack sera désormais de 2,3 bars. Mais là, on est donc en surdébit. Donc potentiellement, on va créer un sous-débit ailleurs sur l'installation, puisqu'on fournit plus de pression à cet élément-là. Donc on aura potentiellement moins sur un autre émetteur. Ici, il est plutôt recommandé d'utiliser un système qui va réguler la pression différentielle fournie à ce rack. On va toujours fournir la pression différentielle initiale, 1,5 bar. Donc finalement, les émetteurs, enfin les serveurs, pardon, ils vont garder leur débit de consigne. Donc on aura une stabilité parfaite si on va plutôt réguler la pression différentielle que le débit dans ce type de configuration-là où les racks sont évolutifs. Les configurations des racks évoluent en temps réel. Donc, pour vous donner un exemple, voilà comment on peut contrôler la pression différentielle ici avec un contrôleur numérique de pression différentielle. Donc c'est notre solution TA Smart DP plus TA Sense DP. Donc la TA Smart, c'est la vanne de régulation, vanne de voie, d'accord.
qui va être combiné à un capteur de pression différentielle qui est le TASense. Et donc, on va stabiliser la pression différentielle. Lui, il va mesurer la pression différentielle, la transmettre à notre vanne de régulation qui va la stabiliser. Voilà. Pour terminer, donc par rapport à ces évolutions dont on vous a parlé, évolution rapide de technologie et de configuration, on retrouve donc finalement chez NVIDIA, ici vous avez le PDG de NVIDIA qui présente ces nouveaux modèles de microprocesseurs. Ils avaient annoncé en janvier 2026 donc une nouvelle génération qui est Vera Rubin, avec des densités de rack, hein, comme on vous l'a dit en début de webinaire, entre 120 et 130 kW, donc l'équivalent d'un immeuble à l'intérieur d'une armoire. 100% refroidi à l'eau, donc refroidissement liquide direct. Et ils ont déjà annoncé, à partir de 2027, et à plus long terme, des densités thermiques qui vont aller jusqu'à 600 kW. Donc on est déjà sur des chiffres énormes, et on va les multiplier par 5. On va multiplier ces densités thermiques par 5. Donc pour gérer le refroidissement de ces armoires de serveurs, on va faire face à des défis très compliqués. Une des options pour faciliter ce refroidissement, puisque là ça va être difficile de reproduire ces puissances partout, de refroidissement, c'est d'utiliser de la chaleur résiduelle notamment, avec des températures d'alimentation qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés. Donc en fait, une température d'eau de 45 degrés pourrait permettre de refroidir ces serveurs, ces racks à 600 kW. Donc en effet, parce qu'on va avoir des températures en sortie de ces racks qui vont évoluer jusqu'à 60, 70, 80 degrés. Donc une température finalement de 45 degrés d'alimentation va suffire à les refroidir. Donc on va pouvoir réutiliser peut-être la chaleur résiduelle issue d'autres procédés. Et par exemple, sur un réseau de chaleur, on pourra utiliser peut-être les températures de retour tout simplement pour fournir des températures de 45 degrés. Voilà, pour conclure, l'explosion de la densité des racks de 28 à 100 kW en 5 ans, à 140 kW en 5 ans, et puis jusqu'à 100 kW, 600 kW demain, rend le refroidissement par air insuffisant, voire obsolète. Et donc aujourd'hui, on va sur du refroidissement liquide, soit par plaque froide, comme on l'a décrit, ou voire par immersion. La qualité d'eau est évidemment critique. On doit maîtriser l'air et les microbules qui vont circuler dans le réseau. Les particules, puisqu'on est sur des plaques très très fines, des tubes très très fins, et éventuellement la corrosion. Donc voilà, en utilisant des matériaux, donc on veut absolument éviter la corrosion, on va utiliser les matériaux les plus appropriés, tels que l'inox 316, voire la métal. On a vu que les charges IA étaient variables, hein, les charges thermiques, les puissances de calcul vont évoluer, la capacité des serveurs, et donc on doit répondre pour ça avec des systèmes de régulation qui sont le plus stables possible, et notamment à travers la pression différentielle. L'hydraulique donc devient stratégique pour l'IT. Donc l'IT, hein, il faut traduire par informatique, un équipement informatique. Et donc on doit gérer notamment la redondance, hein, les tiers de ces data centers, s'adapter aux différentes configurations hydrauliques que l'on va rencontrer, les différents chemins. Et également, on va faire très attention à l'efficacité énergétique d'un data center à travers le PUE. Et donc, vous avez vu, on peut vous accompagner avec différentes solutions de refroidissement pour maîtriser la qualité d'eau à travers des séparateurs d'air et de particules en inox et des systèmes de régulation de la pression différentielle. Voilà. Je vous laisse donc vous nous poser vos questions, pour répondre aux questions éventuelles que l'on peut avoir. Tout à l'heure, donc si on va en prendre quelques-unes et on répond
peut-être. Ah oui, il est l'heure, ok. Hop. Il y a une main levée, Antoine. Oui. Oui. Posez la question dans le chat. Alors, vous pouvez poser la question ou alors directement dans le chat, ou alors si vous voulez, on active votre micro. Hop. On va l'activer. Hop. Mince. Alors, vous pouvez normalement soit parler, soit écrire votre question. On a une question. Ça a relayé une question. Ah. Comment déterminer la bonne pression différentielle à régler? Alors, cette pression différentielle, elle va se régler soit en connaissant exactement les pertes de charge des racks et des chemins à parcourir jusqu'au rack. Donc, en connaissant exactement les pertes de charge, on peut régler cette pression différentielle de façon théorique. Mais alors, en fait, en réalité, souvent, ça va se faire tout simplement en fonctionnement, à la mise en service. On va augmenter le débit fourni au rack jusqu'à ce que l'on obtienne le débit de consigne, tout simplement, le débit nominal en considérant la puissance maximale. Et à ce moment-là, on va relever la pression différentielle mesurée par le capteur TACS et on va donc donner à notre vanne de régulation cette valeur de pression différentielle à débit nominal en consigne. Oui, là on pense à l'application TA Smart DP avec le TA Smart DP. On lit le débit sur la TA Smart et on oui. consigne sur le TA Smart. Oui, en effet, en utilisant la solution que l'on a présentée tout à l'heure. Ouais. Voilà. Après, si on parle évidemment des pompes, comment déterminer la bonne pression différentielle, alors évidemment, selon la complexité du réseau, sur quel chemin on va s'appuyer pour déterminer la hauteur manométrique des pompes. Alors ça, bah, c'est toujours la même problématique. Il faut déterminer le chemin le plus long, le plus critique, dans les conditions les pires possibles, le pire scénario. Et c'est selon cette paire de charge que l'on va régler et dimensionner et régler la bonne hauteur manométrique, la bonne pression différentielle à fournir par notre pompe. Oui, alors je vois qu'il y a toujours une question. Alors je ne sais pas si c'était la question de M. Breuil. On va essayer d'autoriser le micro. Mais voilà, M. Breuil, n'hésitez pas à écrire votre question si elle n'a pas été relayée. C'est un dommage de main par accident peut-être. Ouais, c'est possible. Bon. On répondra aux autres questions en différé. Oui, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions. Il y a une question qui vient de tomber, relayée par Vanessa. Ah oui, alors, avec une température d'alimentation de 45 degrés, a-t-on toujours besoin d'une boucle d'eau glacée? Alors ça, c'est une question légitime. Demain, est-ce qu'on va avoir besoin d'une boucle d'eau glacée si on doit fournir une eau à 45 degrés? Alors, c'est plus vraiment de l'eau glacée, du coup. Mais on va toujours avoir besoin d'une boucle d'eau refroidie. Alors, peut-être pas par un groupe froid, ou alors on aura besoin de groupes froids de puissance plus faible, ou moins de groupes froids pour fournir cette puissance et alimenter à 45 degrés. Ou alors on va devoir utiliser en fait d'autres systèmes de refroidissement, tels que des aéro-refroidisseurs, ou alors tout simplement des systèmes adiabatiques. Voilà. Ou tout simplement en récupérant la chaleur résiduelle en fait dégagée par d'autres procédés, comme je vous le disais, et qu'on va réinjecter
pour refroidir ces racks. Eh bien, merci à tous et nous vous souhaitons donc un bon appétit et une bonne fin de journée. À Alors, tout le bientôt. monde. Salut Antoine. Salut. C'est beaucoup ton polo.